Bonjour. Aujourd'hui, nous rencontrons Eva Darlan pour son dernier roman, Les bruits du cœur. Et en même temps, j'espère que c'est pas le dernier. Non, c'est le dernier pour l'instant. Oui, c'est ça. Alors, Eva Darlan, c'est presque superflu de la présenter, mais enfin, quand même, c'est une personne qui a beaucoup écrit, bien que comédienne, scénariste, actrice de cinéma, qui a quand même écrit beaucoup. Le journal d'une chic fille en 2001, Cru et nu. Il y a aussi un livre en 2016, Grâce. Et enfin, Les bruits du cœur en 2020. J'en ai oublié des livres. Oui, il y a Je craque. Oui. Et en fait, qu'est-ce que vous avez dit là? Vous avez dit le premier. Oui, Cru et nu, c'était un livre que j'ai écrit sur mon corps. Je voulais vraiment parler de mon corps, de l'exploitation que la société en fait. Et j'en pouvais plus d'être sujette et complice aussi des dictates de beauté, de minceur, de régime, de crèmes multiples qui ne servent à rien et que je consomme autant que les autres. Et j'en ai eu marre et j'ai voulu... à ce moment-là, je me suis dit, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une photo de moi toute nue, et puis je vais faire des flèches en mettant chocolat, champagne, cancer, machin, tout ça. Je me suis dit, après, non, c'est pas cool parce que la photo risque d'être détournée et je risque de le regretter très très fort. Donc, au lieu de faire ça, j'ai écrit le bouquin par chapitre, avec les cheveux, les ongles, les pieds, les seins, le sexe, et puis j'ai rajouté évidemment le voile, la prostitution et le corps battu, quoi. Voilà. Et avec ça, on avait un bon. Et pour moi, c'est un livre de référence. Et j'en ai fait un spectacle après qu'on peut trouver sur YouTube, qui s'appelle Cru et nu. Ah oui. Voilà. Et on va se dépêcher d'aller. Oui, peut-être je le reprendrai un jour, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Oui. Moi, le seul spectacle de vous que j'ai vu, c'est Les Jeannes. Ah oui, non, c'était pas hier. C'était pas hier, mais ça a été, génial, hein, oui, ça a été un délice. Ah oui, C'était merveilleux. Puis c'était quand même du café-théâtre humoristique, mais féministe, ah bah, c'était féminin et féministe. Ah oui, pour la première fois, c'était merveilleux. On avait 20 ans, on était trois bombes absolument magnifiques. Et déjà à cet âge-là, on avait 22, 23 ans, je sais pas. Déjà à cet âge-là, on en avait ras-le-bol de tout faire à la maison, de nos mecs qui nous prenaient pour des assistantes. Non, ça allait pas du tout, quoi. Et si jeune que ça, on a fait un spectacle féministe, mais alors d'un drôle. Donc on a joué 7 ans, il s'est joué dans le monde entier. Et je dois reconnaître qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'a démarré ma carrière. Enfin, tous les grands metteurs en scène de l'époque étaient là, sont venus. On a eu un succès fou, mais fou. Des gens qui se battaient. Vous avez donc tourné avec Jean-Pierre Mocky, Yves Boisset, Jacques Demy, j'en oubliais encore, Godard, Bertrand Blier, oui. Brian De Palma, Isabelle Mergo, et j'en ai oublié. Sautet, vous avez oublié. Voilà, Sautet, oui, le premier sur ma liste. Oui, et donc une très belle carrière. Alors, sur le papier, ça a l'air d'être une très belle carrière. C'est très drôle parce que moi, je ne le vis pas comme ça. Je le vis comme j'en ai pas fait assez, je n'ai pas eu le rôle que je voulais. Je suis un peu en manque. C'est pas en manque, c'est oui, en attente du prochain, quoi. C'est ça. Je suis en attente du prochain rôle qui pourra me satisfaire. Mais le prochain rôle qui me satisfera ne me satisfera que pendant le tournage. Et après, je commencerai à dire... Mais bon, comme ça, je fais autre chose. Je milite, j'écris, je m'occupe de mes enfants. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas le sentiment d'avoir travaillé tant que ça, alors que j'ai beaucoup travaillé, en fait. Et je suis comme si j'étais un peu en manque. Oui, la coupe n'est jamais pleine. Voilà, c'est ça. La coupe n'est jamais pleine. Le désir n'est jamais satisfait. En même temps, c'est vrai que à chaque projet, on recommence de zéro, quoi. Zéro. Ah, là, nous avons un petit souci
sonore. De bruit. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, maintenant, nous allons nous pencher sur ce livre qui, moi, m'a donné un très, très grand plaisir de lecture, donc Les bruits du cœur. Et ça commence par une sorte d'état des lieux, si on veut. Vous avez votre personnage principal qui est Marie, qui est une femme de 42 ans, qui n'est pas satisfaite de sa vie. Oui, tiens. Comme par hasard. Tiens, c'est bizarre. Alors ça. Elle travaille dans la publicité à Paris, elle est célibataire et elle a abandonné tout espoir de vivre sa passion qui est l'art plastique. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, on peut comprendre parce que aux Beaux-Arts, il y a 65% de femmes qui rentrent aux Beaux-Arts, aux études des Beaux-Arts. Et il y a une minorité absolue d'hommes. Et au sortir des Beaux-Arts, les 25% d'hommes représentent 70% des exposants. 70%, c'est les hommes. Et les pauvres femmes qui étaient majoritaires deviennent 30% qui ne sont pas exposées, qui ne sont pas... voilà. Donc c'est dur, c'est grave. Et Marie, elle n'a pas pu être peintre. Donc il faut bien manger et elle va abandonner la peinture et se vendre au grand capital en travaillant dans la pub contre son gré. Mais bon. Voilà, elle n'a pas pu passer la barrière. Non, quoi. non. Voilà. Elle a essayé, ça ne s'est pas bien passé. Alors, donc, elle a 42 ans, elle fait une tournée en Camargue sur les pas de Van Gogh, c'est ça? Et oui, c'est donc, ça. C'est lié quand même à l'art. Oui. Et tout à coup, elle a un coup de foudre irrépressible, ce qui est un pléonasme, puisque et elle éprouve une passion pour un gardien. Oui, c'est-à-dire qu'elle elle ne renonce pas à la beauté de la peinture. Et elle ne renonce pas à apprendre chaque jour. Donc, elle fait dans son temps libre, elle fait des tournées. Elle va voir la lumière d'Amsterdam avec les peintres hollandais. Elle va voir des expositions à New York, à Londres. Et puis là, elle est partie faire une balade en Camargue, effectivement sur les traces de Van Gogh, pour voir cette lumière, comment a-t-il fait en Arles, à Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà. Et elle arrive à Arles, en Arles, et dans une ville un peu désertée, où, en suivant la rumeur, elle se retrouve en face des arènes, où une foule absolument immense attend une abrivade, la rentrée des taureaux au triple galop, entourés des chevaux, qui vont entrer dans l'arène. Et elle n'a jamais vu ça, elle n'en avait même pas entendu parler. Donc c'est quelque chose d'extrêmement sensuel, presque sexuel. Il y a quelque chose d'organique là-dedans. Et Marie est absolument bouleversée dans son ventre par ce qu'elle est en train de voir des animaux et des hommes au milieu de ces bêtes en furie. Et un homme est là qui lui apparaît comme un ange. Et il s'appelle Gabriel en plus. Il s'appelle Gabriel. Ouais, il s'appelle Gabriel, elle s'appelle Marie, à mon avis, il y a moyen. Et donc la rencontre, la scène de la rencontre qui est magnifiquement décrite, elle dit déjà ce qui va suivre. Ah oui, vous trouvez? Ah oui, parce que Marie, elle est par terre, et lui, il est à cheval. C'est vrai. Et elle lève la tête et elle voit cet ange, cet homme. Et puis, quand vous parlez de bouleversement sensuel, il y a aussi quelque chose de mythique dans cet homme, dans ce centaure, dans tout ça. Et il y a un désir. Très violent. Et qu'est-ce qu'elle va faire de ce désir? Voilà où elle va peut-être se fourvoyer, certainement. Certes. Mais aussitôt, vous mettez votre grain de sel, puisque vous dites « le voilà,
illuminée par l'adrénaline et les endorphines. Donc on sent que cette rencontre n'est pas si surnaturelle que ça. Non, elle est très ancrée dans la réalité Oui. des corps. Oui, et même des cellules. Et même des cellules, oui, oui. Donc c'est intéressant, ça commence comme ça. Hein, ça commence comme ça, et puis elle est embarquée par ce mec. Alors lui, par ici, la bonne soupe, elle est merveilleuse, elle est magnifique, elle est extraordinaire, elle est baba devant lui, et elle a enfin trouvé l'homme de sa vie, parce qu'elle n'a vécu que des aventures éphémères avant, et elle a enfin retrouvé l'homme de sa vie, donc elle quitte tout, et elle va vivre avec lui en Camargue, et elle va vivre très heureuse, très épanouie, avec un mec qui l'amène petit à petit, progressivement, pas à pas, à une sexualité un peu déviante, peut-être pas, non, pas déviante, quand on est d'accord. Rien n'est déviant hein, quand on est d'accord, mais elle est de moins en moins d'accord sur la vision des films pornographiques, sur des accessoires quotidiens, sur une montée comme ça, presque en dureté, presque en violence, presque voilà, elle n'est plus d'accord du tout, mais une fois qu'on a dit oui, comment on fait pour dire non? Oui. Et puis, surtout, elle est instrumentalisée. Elle devient un instrument pour lui, un instrument de plaisir. Oui. Et donc, elle en perd son... elle se perd. Elle se perd. Oui, franchement, oui. Elle ne sait plus, elle sait plus comment faire. C'est une emprise par la sexualité. C'est quelque chose dont je voulais vraiment parler, dont on ne parle pas. On parle des emprises multiples, mais une emprise dans le couple, au niveau de la sexualité, on n'en parle pas. Et l'homme est dominant dans cette situation et l'entraîne malgré elle, contre son désir à elle, vers des sphères où vraiment elle ne veut pas aller, mais elle ne peut pas faire autrement que de suivre parce que, voilà, une petite emprise quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose du schéma traditionnel de l'amour? Quand une femme aime, elle abandonne tout. C'est ce qu'elle va faire. Hein. Elle abandonne son travail, elle abandonne tout, elle vient. Quand une femme désire, parce qu'aimer, après on va voir, dans votre livre, la grande interrogation, c'est aussi qu'est-ce que l'amour? Donc elle abandonne tout et elle se livre, elle se donne entièrement. Et elle s'efface elle-même. Et c'est exactement le schéma traditionnel qu'on peut trouver en Kabylie ou je sais pas moi, à Naples. Autrefois, comment dire, la femme quitte son univers et se livre et devient en quelque sorte l'esclave, la chose de l'homme. Voilà. Alors vous dites des choses un peu durement et un peu fort, me semble-t-il. Oui, je crois qu'on a envie, oui c'est vrai, on a assez envie de suivre un mec qui fait viens par ici, Poupoule, tu vas voir, c'est super. Et on y va en disant, ouais, c'est pas exactement ce que je voudrais, mais je vais le changer, je vais réussir à le changer. Et là, ça ira bien. Et quand on rencontre ce qui nous plaît, je dois dire, c'est les voyous. C'est les voyous qu'on aime, c'est les voyous qu'on a envie de suivre. Et puis, on a juste envie de les transformer en fonctionnaires, en fait. Donc, alors que c'est l'inverse qui se fait. C'est que l'homme ne change pas et c'est la femme qui se transforme totalement. Et qui va perdre son autonomie. Oui. Et bon, il faut dire quand même qu'il va assez loin parce qu'il finit par la marquer comme il marque ses bêtes. Il lui propose. Elle dit d'accord, mais on n'en sait pas plus. Bon. Il n'y a pas de scène de marquage. Oui, mais elle finirait par accepter. Oui, je pense. Ouais, je pense. Donc, toute cette histoire nous pose quand même la question de l'amour, enfin,
Mais oui, c'est pour va, ça va que se terminer quand c'est même pour ça que, en fait, mal. cette histoire, vous savez que quand j'ai écrit ce livre, une fois qu'il était publié, je demandais à mes amis, mais qu'est-ce que j'ai écrit? C'est quoi ce que j'ai écrit? J'arrive pas à cerner, j'arrive pas à définir ce que j'ai fait. C'est quoi ce truc? Et en fait, c'est juste un itinéraire, c'est un road movie intérieur, et c'est un itinéraire d'une femme qui se dépouille au fur et à mesure de l'histoire de tout ce qu'on lui a mis sur le dos comme prince charmant, travail, ami, amitié. Est-ce que l'amitié, c'est pas non plus un lieu du pouvoir de l'un sur l'autre et qui se fait comme un balancier, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre? Pourquoi pas? C'est une interrogation que je me suis faite au fur et à mesure du livre. Et après ce dépouillement où elle a tout perdu, où elle a perdu tous ses repères et où elle s'est perdue elle-même, eh bien, une fois qu'elle est là, nue à terre, là, elle peut se reconstruire petit à petit, peu à peu, exactement comme elle est Comme elle veut. vraiment. Comme elle est vraiment. Et là, elle peut rencontrer l'amour, et là, elle peut parler d'amitié, et là, elle peut envisager son métier. Mais il lui a fallu tout ça pour se défaire de ça. Oui, C'est dingue. exactement. C'est un parcours initiatique. C'est ça, c'est un parcours C'est- initiatique, mais je n'en ai pas eu conscience en Oui, l'écrivant. oui, mais moi j'en ai eu conscience en le Ouais, lisant, en ouais. tout cas, oui, bien sûr. Et c'est même, je dirais, presque un parcours bouddhiste, c'est-à-dire de métamorphose en métamorphose. Ouais. Et elle va finir par devenir. Et c'est même comme une odyssée. C'est un voyage, donc, à travers la vie. Et puis aussi, il y a des cercles. Elle va franchir des cercles. Et à un moment, justement, elle ne sera plus dans le même cercle que son amie, Camille. Exact. Elle ne sera plus du tout dans le même cercle que sa mère. Elle va être dans un cercle à elle et dans le cercle des survivantes. Oui, c'est ça, le cercle du dénuement et le cercle des survivantes. Oui, absolument. C'est vrai qu'elle se défait de tout ça. Et C'est très très beau, je trouve, ce voyage. Ce voyage, mais elle le paye cher, hein. Oui, oui, La oui. vache. Oui, oui. Je voudrais Oui, pas être à mais sa place, hein. Oui, alors dans ce voyage, il y en a qui coulent, hein, bien sûr. Oui, Elle, alors, elle ne coule pas. Alors, il que- faudrait voir pourquoi, qu'est-ce que c'est qui la rattrape, comment elle... est-ce que, par hasard, le malheur ne serait pas nécessaire au mieux? Ben, c'est la question que je voulais vous poser. Hein. Ben, je crains que ce soit ça. Je crains que le malheur soit nécessaire pour accéder à soi, à d'autres choses, à une autre façon de voir les choses, à une autre façon de fonctionner, d'envisager les autres et d'envisager son parcours, sa vie et son itinéraire et sa trajectoire. Je crois que moi, j'en ai eu un gros paquet de malheurs et ça m'a incroyablement. J'étais vraiment au bord de passer de l'autre côté. Eh bien, ça m'a donné un détachement forcément, par la force des choses, mais une force que je n'aurais pas soupçonnée. Une force incroyable. Et quand on voit des gens qui sont malheureusement amputés de membres, de machin, etc., et qui traversent la Manche, et qui traversent l'Atlantique, et qui machin, etc., et qui se disent, mais heureusement que j'ai eu ça dans ma vie, je me suis trouvée, j'ai trouvé un sens aux choses. Donc, je crois que quand même, quelque part, sans arriver dans des... elle a vécu des tragédies épouvantables, mais je crois qu'il lui a fallu ça pour arriver à être heureuse. En fait, heureuse, parce qu'elle est très heureuse à la fin. Et surtout pour être décapée. Moi, je Oui, trouve c'est ça, décapée de tout ce que la société... Bon, l'histoire familiale, qui est vraiment pas enthousiasmante. Elle a grandi dans le silence. Oui, c'est ça. Et avec le modèle de mère qui lui a montré une fois qu'elle était capable de créer et qui s'éteint. Et donc, il faut qu'elle se décape de ça, et c'est comme elle s'épluche, quoi. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et cet homme qu'elle va aimer à la fin, elle ne l'aurait jamais regardé avant. Parce qu'il est en miettes, parce qu'il n'est pas beau, parce que, il ne lui propose pas une vie de rêve, il lui propose de l'aimer.
Oui, alors tout simplement. il n'est pas beau. Moi, je me suis dit que autant Gabriel, donc l'ange Gabriel, Sur son cheval. il est décrit, il est merveilleux et il fait très envie physiquement. Et autant il n'y a pratiquement pas de description de Christophe. Bah, c'est-à-dire qu'il a la gueule d'un ivrogne, quoi. D'un mec qui a dû passer 10, 20, 30 ans dans l'alcool. Donc il est vraiment abîmé, il est vraiment abîmé. Oui. De là à ce qu'il ait une trogne, non. Mais il est abîmé, il est fatigué. Sauf que ça lui a permis, lui aussi, de pouvoir avoir de pouvoir donner, de pouvoir s'ouvrir aux autres, de pouvoir aimer les autres, de pouvoir se dépasser et de pouvoir enfin rencontrer cette femme souffrante qu'il a reconnue. Et il peut attendre, il a le temps qu'elle se reconstruise peu à peu, et puis lui proposer une vie et lui proposer lui tel qu'il est en l'état. Et elle voit qui est cet homme, elle voit qui il est dans son entité, dans son entièreté, et elle n'aurait jamais accepté avant. Et là, c'est son Graal. Elle l'a trouvé. Oui. Et puis, moi, il m'a semblé que le premier pas vers les retrouvailles avec elle-même et puis avec le monde, avec l'humanité, passe par la maternité. Parce que ça, alors... Ah oui, j'avais oublié ça, dites donc. Vous voulez dire moi, le buste qu'elle fait? Non, comment ça? Expliquez-vous, oui, parce que je comprends pas. Parce qu'elle fuit Gabriel. Dans le micro. Oui, elle fuit Gabriel parce qu'elle sait qu'elle ne partagera rien avec lui, même l'enfant. Donc, ah oui, parce qu'elle tombe enceinte alors que tout le monde disait qu'elle était stérile. Voilà. Et la médecine, on ne sait pas tout. Et elle trouve le courage de s'en aller alors qu'elle est enceinte. Est-ce que le fait d'être enceinte, ça transforme une femme au point de faire d'elle-même quelqu'un d'autre? Ben, c'est-à-dire qu'elle fuit, elle est enceinte, elle le sait depuis quelques heures, et elle veut l'annoncer à Gabriel. Elle prépare un petit dîner, un petit machin, etc. Et lui, il arrive, fou de sexe, et il est presque au summum de sa violence pornographique, et carrément il la viole. Mais il la viole d'une façon assez sanglante. Et ça, c'est juste trop. Au moment où elle voulait justement... où c'était tout d'un coup l'aboutissement d'une histoire et de son histoire à elle, qui était dite stérile, et l'histoire avec cet homme. Donc c'est vraiment le bon, puisque avec lui, ça marche. Et quand elle vit ça, voilà, elle décide à ce moment-là de partir. Et elle part avec son enfant, mais je ne crois pas que c'est l'enfant qui fait, c'est la violence de cette relation, de ce dernier rapport. Enfin, moi, je l'ai lu comme la conscience de l'enfant, on l'a dès qu'il est annoncé. On l'a, moi, au moment de la conception. Oui, voilà, ça peut arriver aussi. Ouais, oui. Voilà. Et donc, quand il lui fait subir ce qu'il lui fait subir, elle subit tout ça en sachant. C'est vrai. Et donc, c'est vrai. Elle est partie pour se protéger, pour protéger son enfant. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, vous avez raison. C'est l'enfant qui oui, c'est juste. Qui appuie sur sa décision. Et puis après, donc, pour moi, oui, l'enfant, c'est quand même le nœud du... Parce qu'une déception amoureuse, on peut s'en remettre, mais là, elle va vivre bien pire après, dans le renoncement, dans le deuil. Mais bon, je voulais vous dire que la scène de la mort-naissance ou de la naissance-mort est une scène absolument magnifique, qui est décrite où la vie et la mort sont liées, sont traitées avec une tendresse
Est-ce que vous êtes persuadé que la vie et la mort sont liées C'est-à-dire que surtout ce que j'ai pas voulu faire, j'ai pas voulu qu'il y ait le moindre pathos. Donc pour qu'il n'y ait pas de pathos du tout, il fallait prendre du recul et puis pouvoir décrire des choses d'une façon assez subtile, assez douce, assez tendre, assez respectueuse, pour que ce soit insupportable pour le lecteur, à vrai dire. À vrai dire, je crois que plus il y avait de distance, plus c'était insupportable. Et la vie, la mort, si c'est lié, j'en sais rien. En tout cas, là, oui, c'est absolument épouvantable. Un enfant qui naît mort, c'est effroyable. Donc là, oui, pour elle, c'était... Oui, voilà. Mais il y a quand même une tendresse. Et il va y avoir un lien entre cet enfant et elle. Oui. Et ce lien, matériellement, enfin, il va s'exprimer par l'allaitement, par le fait qu'elle... Elle n'arrive pas. Les médicaments qu'on lui donne pour arrêter le lait ne marchent pas. Voilà. Donc, elle a ce lait qui coule sans arrêt. Alors, pourquoi et ça représente quoi le lait qui coule? Oui, ce lait qui coule alors qu'il n'y a pas d'enfant. Ça représente quoi? Ça représente, je pense, son incapacité, son impossibilité, donc viscérale, de se défaire de son enfant. C'est un lien. Elle est encore avec son enfant, elle est encore peut-être pas enceinte, mais elle est mère. Oui. Le lait prouve sa maternité. Oui, puis c'est un refus. Un refus de... Quand on arrête le lait... on n'arrête pas. Oui, c'est ça. Et donc, c'est finalement ce lait qui va la sauver. Oui, c'est drôle ce que vous dites, parce que oui, c'est pas faux, parce que oui. Et donc, quand je dis que la maternité, elle est quand même au centre, c'est qu'elle est... C'est une douleur épouvantable et en même temps, c'est ce qui va la raccrocher à la vie. Et même jusqu'à la fin, quand elle sculpte la tête de sa petite fille, qu'est-ce que ça veut dire là aussi? Enfin, moi, j'ai ma version. Mais... Je crois que c'est le moment où elle peut s'en détacher. Voilà. C'est le moment où cet enfant existe. Oui. Elle a existé. Il y a un témoignage. Et puis maintenant, voilà, elle peut aller. Elle a enfin accepté de la déposer. Et puis, cet enfant est devenu une œuvre. Et cet enfant est devenu une œuvre. Donc, elle va aller... Oui, donc un enfant. Donc, il y a la transmission, il y a le fait de créer une vie qui n'a pas été poursuivie. Et puis, après, elle va créer. Elle va créer au nom peut-être de cet enfant qui est sa première œuvre de résurrection. C'est ça. Oui, c'est ça. Absolument. Je découvre des trucs. Mais oui, formidables ce bouquin. C'est pour ça que, enfin, moi, j'ai trouvé une énorme richesse dans votre livre C'est-à-dire que, oui, éventuellement, si on s'attache à chaque détail à chaque étape, comme des symboles et des façons d'avancer autrement et puis de se diriger autrement. Alors oui, évidemment, il y en a beaucoup, oui. Bien sûr. À ce moment-là, oui, mais on ne se rend pas compte. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte en écrivant ça, qu'il y avait des tas de choses qui étaient symboliques. Qui est très symbolique, mais c'est... Non, je vous dis, normal, une fois que je l'ai écrit, j'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pour ça, je trouve que dans l'écriture, il y a le travail de l'inconscient. Et l'inconscient, me semble-t-il, chez moi, a pris une place énorme. Ça, je veux bien énorme. croire. Et il y a eu des journées entières où je ne savais même pas que j'étais en train d'écrire. Et je ne savais même pas qui écrivait. Il y a des trucs qui se passaient que je trouvais des textes... Mais c'est incroyable. Oui, c'est ça. C'est les langues de la Pentecôte. C'est l'inspiration, les muses. C'est la transe. C'est l'oubli de soi. C'est l'inconscient. On appelle ça comme on veut. Mais alors, il y a des moments qui sont... où on ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus du tout. Il y a quelque chose d'autre qui se joue. C'est extrêmement intéressant, c'est incroyable, quoi. C'est un grand privilège. Oui, vraiment. C'est pas tous les jours, mais quand ça parce arrive... il faut quand même ajouter qu'on ne prend aucune substance quand on est dans ce genre. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Oui, oui. Et Bien sûr. les heures passent sans qu'on les Oui, voit. oui. C'est très beau, vous le décrivez très bien. Hein. Alors, je voudrais revenir sur Christophe. À Christophe le Sauveur. Christ- Alors, oui, c'est le Peut- sauveur. c'est Saint Christophe, hein, celui qui montre oui. la route. Hein. Celui qui a les clés perdues, Oui, oui. on a perdu ses clés, Oui, oui, oui. on prie Saint Christophe. Et donc, ce Christophe qui n'est pas beau, mais qui est généreux apparemment, Ah, puisqu'il qui a un cœur d'or. qui est très généreux, elle dit de lui, j'accepte cet homme droit et pur que je n'aurais pas regardé avant parce qu'il est abîmé. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et lui, il lui dit qu'il est et sera toujours là, que plus elle sera accomplie, plus lui sera grandi, plus elle grandira, plus il l'aimera. Alors là, j'ai trouvé cette phrase magnifique et je vous demande, est-ce que vous exprimez là le souhait de toutes les personnes, hommes ou femmes, qui désirent être aimées Je pense. Oui. sans être réduites, écrasées ou ignorées? Je pense, oui. Est-ce que c'est C'est-à-dire ça que, l'amour? Mais oui. Être grandi quand l'autre grandit, alors que l'autre, il est en haut et il écrase, il l'a écrasé, ainsi que beaucoup d'hommes qu'elle a connus. Quoi, alors que lui, il lui dit ça. Ben oui, parce qu'il l'aime vraiment, quoi. Oui. Et qu'il l'a connu au fond, il l'a connu dans la rue. Il l'a, oui, sauvé, mais parce elle a bien voulu être sauvée. Donc ça s'est fait à deux. Il ne l'a pas sauvée toute seule, Bien elle sûr. s'est sauvée aussi. Donc de dire que plus elle sera elle-même, plus il l'aimera, oui, c'est ce qu'on attend. Oui. C'est ce qu'on attend de Oui, l'amour, quoi. Et puis, vous écrivez, à la première rencontre avec Christophe, elle le regarde comme une sœur. Et ça, c'est très beau aussi. Parce que quelle différence avec son regard levé sur Gabriel. Là, ils sont au même niveau. Oui. Ils sont tous les deux au même niveau. Alors, je vous demande, est-ce que pour vous, l'amitié et je dirais la démocratie sont-elles des composantes dans un couple pour que l'amour soit vrai? Je crois que c'est le respect avant toute chose. Oui. C'est le respect. Que l'amitié, je ne sais pas, l'amitié c'est autre chose, je trouve, c'est autre chose. L'amour est envisager la personne sans y mettre soit ce qu'on a envie d'y trouver, ou ce qu'on va changer pour trouver. C'est prendre, voilà, c'est accepter, en fait, c'est accepter les gens comme ils sont, mais lui, c'est pas pareil, parce que lui, il lui fait du bien et il a conscience de lui faire du bien. Et il a conscience de la chance incroyable qu'il a d'être aimé de cette femme qu'il admire dans sa déchéance. Déjà, dans sa déchéance, il l'admirait parce qu'elle elle n'était pas à sa place et qu'elle était pure, elle aussi. Donc, oui, je crois que c'est ça, c'est ce qu'on attend de l'amour, c'est ce que j'attends de l'amour. J'attends toujours de l'amour, j'attends toujours l'amour. Oui, mais alors attendre, c'est pas toujours, c'est comment dire, c'est quelque chose de passif, alors que Marie, on va la voir à la fin construire sa vie. Au bout d'un moment, elle arrête elle redevient créative et créative de sa vie, de sa propre vie. Elle va, alors qu'elle est restée un temps passive, dans une sorte de déchéance, elle a demandé de l'aide, elle a été soutenue, et puis tout à coup, elle se remet à décider, à créer. Oui, avec quand même une distance énorme avec le monde dont elle attendait tout avant, hein, oui. Avec une distance, c'est-à-dire elle va vivre dans un tout petit village et même excentré du petit village, donc presque dans la campagne. Elle va accepter de donner des cours à des gens, à des enfants, à des jeunes, des cours de peinture. Elle va accepter
de faire des expositions qui sont peut-être des expositions sans beaucoup de public. Elle va accepter peut-être de vendre peu, mais elle va accepter surtout cet homme avec qui elle va vivre. Et dans les conditions de simplicité que tous les deux ensemble, ils se proposent de vivre, parce qu'il n'y aura pas... Lui, il travaille chez Emmaüs, dont il est un pilier administratif. Et elle, eh bien, elle accepte ça. Donc la vie va être simple. Ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas le propos. Ils vont vivre en harmonie, tous les deux, en se regardant vraiment. Oui, voilà. Elle parvient enfin au sentiment vrai, à une vie vraie. Ouais. Mais pour ça, il y a eu des ruptures. Quand elle rompt avec Camille, son amie, sa meilleure amie, c'est quelque chose de très intéressant. Là, il y a une interrogation sur l'amitié. Quand Sénèque dit que pour être ami, il faut être totalement à égalité. Et finalement, entre Camille et Marie, il n'y a pas d'égalité. Camille, elle se croit supérieure, elle organise tout, elle a du pouvoir. Oui, c'est ça, c'est une femme puissante. Mais peut-être pas qu'elle se sent supérieure, mais en tout cas, elle impose une image d'elle-même qui est une image de la réussite. Elle a réussi, elle ne travaille pas. Elle a réussi elle est mariée, elle a 3 enfants, elle dirige son petit monde à la baguette sans paraître le faire. Sans baguette. Sans baguette, absolument. Elle a une autonomie incroyable, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, elle propose ce mode de vie à ses enfants aussi. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, à condition d'être premiers de la classe. Et elle est calme dans sa réussite. Et à côté de ça, Marie, elle, se croit toujours en échec. Elle ne réussit pas son métier, elle ne réussit pas sa vie affective, elle ne réussit pas le pognon, elle ne réussit rien, croit-elle. Et donc, au début, une des versions de ce livre était d'écrire une histoire d'amitié de 2 femmes qui se développaient, l'une qui prend soin de l'autre, machin, etc., et puis qui évolue comme ça. Et je me suis dit, mais c'est très ennuyeux, quoi. Le lisse des relations, c'est très ennuyeux. Et si j'allais voir ce qui se passe quand on n'est pas à égalité, après tout, Camille qui est toujours là quand Marie tombe, et si Camille ne profitait pas de ça pour se sentir mieux. Et si elle aimait beaucoup que Marie tombe, pour pouvoir vite la soutenir et la sauver, et puis comme ça partir glorieuse sous les applaudissements de la foule et de ses amis en disant « Oh, bah, dis donc, pauvre Marie, heureusement que Camille est là, Camille la grande. » Et voilà, donc j'ai voulu essayer de voir si par là, eh ben oui, leur amitié était déséquilibrée. Et il fallait que ça s'arrête. Et donc, en partant et en rompant avec tout, elle rompt avec Camille. Mais Camille, elle comprend pas ça. Oui, bien sûr. Donc bien elle sûr. elle cherche encore à l'aider et tout ça, jusqu'à la rupture. Et après, c'est comme ça, on peut peut-être recommencer une amitié, mais sur des bases... Exactement, quand elle l'accueille de nouveau et qu'elle est devenue autre, elles sont à égalité. Et même, je dirais que c'est Marie qui est, qui est dans un cercle supérieur. Elles sont plus dans le même cercle, mais autrefois, Marie était en bas et, et maintenant, ça a changé. C'est vraiment très, très intéressant, et de voir aussi que Marie va se confier à des gens qu'elle n'aurait jamais fréquentés dans sa vie avant tous ces drames. Les compagnons d'Emmaüs. Voilà, les compagnons d'Emmaüs, même une sœur, une bonne sœur. Et puis, elle ne va pas se confier à Camille, mais elle va se confier à comment elle s'appelle Brigitte, oui, la punk. La directrice d'Emmaüs. La directrice d'Emmaüs. Donc, à des gens qui sont un peu fracassés, un peu abîmés, et donc avec qui elle va se sentir à égalité, parce qu'ils sont
abîmés par la vie, mais ils ont la force qui est celle de Marie maintenant. Oui, ils peuvent comprendre, surtout. Oui, ils peuvent comprendre son silence. C'est-à-dire que j'ai passé 8 jours chez Emmaüs pour voir de quoi je voulais parler. Et formidable. C'est pour ça que c'est un petit peu journalistique. Oui, quand c'est très documenté, c'est sûr. Oui, oui, oui. Et quoi? Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Donc que les gens qui étaient là-bas étaient des gens qui comprenaient. Oui, oui, oui. Et voilà, Marie peut tranquillement ne rien faire, ne pas être. Elle n'est pas, elle n'est plus là. Ils lui foutent la paix. Et tout le monde fout la paix à tout le monde, parce qu'ils savent tous que c'est. Donc ils se préservent les uns les autres. J'ai trouvé que Emmaüs c'était un bon choix, parce que Emmaüs, il répare tout, hein. Ils réparent les meubles et puis ils les revendent. Et voilà, allez hop, ils vont réparer Marie. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'endroit où on se répare. Ouais. L'endroit où on se répare. Et finalement, la fin du roman, c'est une sorte de résurrection. Et alors, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le trajet de Marie. C'est qu'elle elle va revenir quand elle est au bord du suicide, finalement. Elle a tout perdu. Elle va retourner au paradis de l'enfance, au lieu où elle a été heureuse dans l'enfance. Oui. Pour se rendre compte qu'entre le paradis de l'enfance, son souvenir, et la réalité, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. C'est là qu'elle va se raccrocher à la vie, puisqu'avec le petit chat, tout ça. Voilà, elle se raccroche à la vie grâce au petit chat. Oui. C'est-à-dire sinon, elle était elle allait se suicider, se laisser tranquillement glisser, couler dans le flot d'un torrent. Et puis, il y a un sac en plastique là, qui flotte à côté d'elle, d'où s'échappent des miaulements. Et elle est... ça la réveille, ça la remet dans la vie. Oui. Et ça la remet dans le mouvement. Et là encore, il y a une relation entre la mort et la vie. Ouais. Parce que le petit chat, il va mourir autrement. Et, donc, et elle aussi. Et puis finalement, ils s'aident tous les deux. Ouais. Donc elle le prend et elle l'allaite. Oui, alors là, ça fait penser à Brassens. Non, pas du tout. Mais Brassens, il n'était pas du tout réaliste, alors que vous êtes réaliste. Oui, parce que ça existe vraiment. Parce que, comme c'est décrit dans le livre, j'étais au musée Jacques Chirac et il y avait, c'est le musée des primitifs, hein, des arts primitifs, des arts premiers. Et je suis passée devant un écran où j'ai vu un truc bizarre. Je suis repartie, je suis revenue. Il y avait une petite fille qui allaitait son enfant et de l'autre côté qui allaitait un animal. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Un chevreau, non ? Et j'ai fait des recherches. Et en fait, ça existe. Il y a une tribu, je ne sais plus où, en Afghanistan ou je ne sais pas, qui fait ça, qui nourrit les jeunes parturientes, nourrissent à chaque fois qu'un petit animal perd sa mère et tout ça, il les nourrit au sein. Donc c'était étonnant quand même. C'est des fans et ça s'appelle cette tribu s'appelle les Bishnoi. Ils sont, je ne sais plus si c'est en Afghanistan ou Pakistan, j'en sais rien. Et donc je me suis dit mais quelle belle idée, mais quelle merveille de pouvoir nourrir un animal. Donc voilà, allez hop, le petit chat. Et il va. Oui, parce que Georges Brassens, lui, c'était une jeune fille qui nourrissait. C'est pas possible puisqu'elle n'avait pas d'enfant, donc elle n'avait pas de lait, donc c'était pas du tout réaliste. Alors que là, ça allait tout à fait. Oui, c'est vrai. Sûr. C'est une histoire vraie. Oui. Ça semble fou, hein, quand même. Donc, quand elle retourne à son lieu de, on n'a aucune notion du temps, hein, donc je sais pas. Quand elle retourne sur le lieu du paradis de l'enfance, elle est quand même protégée, consolée par une femme qui, elle aussi, a perdu son enfant. Oui, c'est une... Angèle. Donc. Angèle Aubenas. Oui. Aubenas, en hommage à cette femme merveilleuse qui a été, raptée...
kidnappée. Et alors, en Afrique, on dit qu'il n'y a qu'une femme qui a perdu son enfant qui peut consoler une autre femme qui a perdu son enfant. Il n'y a que quelqu'un qui a perdu sa mère qui peut consoler quelqu'un qui a perdu sa mère. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, je n'y avais pas pensé. Mais de toute façon, moi, je découvre des choses avec vous, alors c'est quand même bien. Moi, j'en ai tellement découvert avec vous. Ça. Oui, bien sûr, elles se retrouvent dans la perte de leurs enfants, oui. Elles ne se retrouvent pas là-dedans, mais la plus âgée sait consoler. Et a connu cette douleur avant, ouais. Et donc forcément, elle apporte la vraie consolation. Mais je crois que ça passe pas trop par les mots. Non, pas du tout. Non. C'est une présence comme ça. Une présence. Mais c'est peut-être ça aussi la vraie consolation. Où elles se rencontrent, dans le silence aussi. Et oui. C'est un beau personnage, Angèle Aubenas. Puisqu'elle lui dit après. Et... Alors, maintenant, nous arrivons à la fin du livre et l'avant-dernier chapitre est très surprenant, a été une grande surprise pour moi, parce que ça s'accorde tout à fait à l'itinéraire initiatique de Marie, mais tout à coup, c'est à la première personne, et c'est Marie qui parle à sa mère. Et ça... c'est très intéressant. Elle s'adresse à sa mère et elle lui dit ce qu'elle a compris d'elle-même et de ses empêchements, de ses pouvoirs. Et elle dit « Je suis Marie, je suis moi, entièrement, profondément. J'ai mis une vie à me rencontrer. » Elle dit ça à sa mère. Alors... c'est étrange, cette construction-là, parce que jusqu'à maintenant, c'était une construction qui m'a beaucoup intéressée, une alternance de présent et de passé. Et j'ai trouvé ça génial, parce que dans la vie, on vit au présent, mais on a toujours notre passé en nous. Donc c'est bien de passer de l'un à l'autre. Et puis là, c'est cette adresse à la mère, là, c'est très intéressant. Mais vous alliez dire c'est très étrange, c'est ça ? Oui. Oui, mais oui, j'y tenais beaucoup et sans savoir pourquoi. Je vous le dis tout de suite, je pourrais à peine en parler. Je ne sais pas pourquoi ça s'est imposé. Il fallait absolument que Marie prenne la parole de dire « je ». À partir d'aujourd'hui, je. Et je, c'est moi. Et je regarde derrière et je ne suis plus cette personne qui a souffert. Et je ne suis plus cette personne. J'ai été la seule à me reconstruire. J'ai été la seule à me prendre en considération et à m'aider. Personne d'autre que moi ne m'a aidée. Et elle s'adresse tout ça à sa mère. Je pense qu'elle va enfin se détacher de tout, de son passé, de son enfant. Ça restera son histoire, bien sûr, mais ce ne sera plus des causes de douleur. Et il faut absolument mettre ça en mots. Tout ce qui n'est pas prononcé n'existe pas. Tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Il fallait absolument qu'elle dise les choses. Et une fois que c'est posé, que c'est là, voilà, on s'en est débarrassé et on peut regarder Christophe avec délice. Oui, et c'est drôle parce que elle s'adresse à sa mère et finalement la morte-née, on dit mort-née, mais on peut dire une morte-née. On dit une morte-née, c'est sa mère. On dit une nouvelle-née. Oui, c'est plus sa mère que sa fille, parce que cette mère, elle est restée dans sa chrysalide, elle est jamais née finalement. Alors que Marie, elle naît. Elle a pris des risques, Marie. Elle a pris des risques. Franchement, elle a pris des risques. Oui, bien sûr. Au risque d'y rester. Oui. Mais c'est... Oui. Et les rapports avec sa mère sont des rapports de non-dits. Et voilà, ça aussi, c'est terminé. C'est fini. Donc, elle a laissé tomber tous ces oripeaux. Voilà, c'est terminé. et elle s'en va. Donc, en conclusion, je voudrais vous dire merci pour ce livre.
J'ai appris des choses. Et puis, un grand merci pour votre engagement féministe, aux côtés de Ni pute ni soumise, l'engagement que vous avez eu pour Jacqueline Sauvage. Bon, moi, je me suis contentée de signer, mais voilà, vous avez fait bien plus. Pour oser le féminisme, pour tout ce que vous avez fait contre les violences et les injustices faites aux femmes. Et donc, finalement, avec le peu que je sais de vous, votre vie personnelle qui n'a pas été très douce, je crois, vos engagements pour les femmes, votre créativité, vos talents multiples, votre humour, votre résilience opiniâtre, vous représentez toutes les femmes et le génie des femmes. Et donc, vous avez donné beaucoup de tout ça à votre personnage, Marie. Oui, Marie qui se bat et Marie qui gagne contre tous et contre elle-même. Ouais. Qui perd et qui gagne. Merci beaucoup. J'ai découvert des tas de choses, je vous jure.